That's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonsoir ou bonjour, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Je suis très content parce qu'on va renouer le dialogue avec la revue de Tsunami. Ils étaient venus, alors j'ai noté ça, le 19 mars dernier, enfin c'est de cette année, ils étaient venus pour nous parler du numéro 5, si je ne me trompe pas. Et là aujourd'hui, ils viennent nous parler du numéro 9. Il s'est passé plein de choses entre ces deux dates et je suis très content donc de renouer le dialogue avec Nicolas qui est juste en bas. Merci à toi en tout cas d'être présent. Et à côté, un nouveau, pardon, sur la chaîne, parce que c'était Grégoire qui était venu, d'ailleurs je salue Grégoire. C'est Charles Thierry qui est critique de cinéma pour la revue et qui d'ailleurs a écrit un article, on va revenir aussi là-dessus. Et donc voilà, bienvenue à toi Charles en tout cas sur la chaîne et merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous deux. Mais grand merci pour ton accueil. Grand merci également. Bon, une petite question comme ça, là, histoire de... qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas arrêté? C'est une question provocatrice. Hein. Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas arrêté? Charles, pourquoi on n'a pas arrêté? On n'a pas dit la moitié, du quart, du tiers de ce qu'on pouvait dire encore. On n'est pas encore assez radicaux. On n'a pas encore résolu tout le cinéma. Ça arrive, on y va petit à petit. Rumeur, ça y est, on commence à avoir fait le tour, mais bon, il reste encore plein de gens. Donc bon, tant qu'on n'a pas fini notre sacerdoce, on continue. Donc tu veux dire par là que le cinéma a beaucoup de problèmes dans sa globalité? Oui, on essaye de les régler un à un, mais bon, en 9 numéros, on n'a pas encore fait le tour. Donc pour le moment, on continue, la question ne se pose pas. On a encore des choses à régler. Et est-ce qu'il y a une géographie bien précise dans le cinéma? Je sais pas moi, le cinéma français par exemple. Là, je le dis comme ça, par exemple, hein, c'est un hasard. Est-ce que c'est le cinéma où il y a le plus de problèmes? Alors, on en parle un petit peu dans le numéro 9, hein, notamment dans mon éditorial, je crois. Mais là, c'est les documentaires en ce moment qui nous donnent du fil à retordre. Donc, pas tant une géographie, mais plutôt une question de genre pour le moment. Mais pareil, le cinéma français, ça arrive. Bientôt, on ne s'est pas encore posé sur le problème, mais ça arrive. Vrai, je sais pas si on parle pas ou peu de cinéma français dans la revue. Je me suis jamais posé la question, en fait. En fait, vous n'êtes pas. Enfin, c'est intéressant ce que tu dis parce que là, ça peut nous lancer sur une belle transition. C'est que on a toujours comme ça, je pense, hein, quiconque souhaite questionner le cinéma par le prisme de la critique, voire même aller beaucoup plus loin, intégrer un groupe. Il y a un moment comme ça même si on n'aime pas, il y a un truc qui s'appelle la politique des auteurs, les cahiers du cinéma, qui sont là. Et ce que je trouve intéressant avec vous, c'est que vous avez réglé le problème très vite. À savoir que c'est plutôt la politique des films aussi qui vous passionne. Et ça, je trouve que c'est intéressant parce que vous ne le dites pas, vous la pratiquez. Et dans l'édito dont tu parles, c'est un peu ça. Alors, je pense que toi, tu as trouvé un autre mot qui est tellement simple qu'on l'a même pas vu. Et c'est déraisonnable. Et ça, on va en parler de ça parce que ce ne sont pas que les films qui sont déraisonnables, c'est aussi qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui d'avoir une revue de cinéma, créer une revue de cinéma. Et donc, je trouve ça intéressant. Mais avant de commencer, il faut l'annoncer, le 16 décembre, donc là, on enregistre le 14, ça sera publié le 15. Donc, demain, le 16 décembre, à partir de 19h45 au cinéma Saint-André-des-Arts, donc c'est à Paris, dans le 6e arrondissement, projection d'un film, Liberté, d'Albert Serra, mais surtout, parce qu'il y a Liberté, mais surtout, il y a lancement du numéro 9 de la revue. Merci beaucoup, Charles. Alors, attends, je vais te mettre en gros plan, comme ça, les gens vont te voir. Voilà. Donc, c'est le numéro 9. La thématique, c'est l'ivresse. Vous reconnaissez Tom Cruise dans Cocktail. Et il n'y a pas que Tom Cruise, il y a aussi pas mal de choses. Et donc, vous allez lancer ce numéro le vendredi 16 décembre au Saint-André-des-Arts. Et vous avez choisi le film Liberté d'Albert Serra. Albert Serra qui a une actu là, avec son dernier et très beau film Pacifiction. Et déjà, premièrement, pourquoi ce film-là? Est-ce qu'il y a un rapport avec la thématique, avec la revue, avec votre esprit? Enfin, à vous. Charles. Alors déjà, rapport, on peut teaser déjà un peu ce qu'il y a dedans. Le rapport, c'est que Albert Serra nous a fait l'honneur de nous accorder une interview qui sera donc dans
dans les pages de ce numéro papier-là, et que donc du coup, forcément, Albert Serra s'inscrit directement dans ce thème-là. Et d'ailleurs, ce qu'il en raconte, même de sa façon de tourner, est tout à fait en lien avec le thème. Et pour le film en lui-même, Nicolas, qui est plus au point dessus, que nous en dirait-il? Bon, bah alors déjà, ça a été compliqué parce que normalement, on a un ciné-club mensuel à la Filmo. C'était compliqué de leur côté, donc on a cherché un nouveau cinéma. Le Saint-André-des-Arts nous sauve la vie. On commence à discuter de quel film choisir, et nous, à la base, on voulait Cocktail avec Tom Cruise. On voulait diffuser Cocktail. Bon, ça n'a pas pu se faire, donc on a réfléchi, et c'est vrai que l'une de nos plus grandes fiertés avec ce numéro, en tout cas Charles et moi, vu que c'est nous qui avons écrit le texte, c'est d'avoir pu discuter avec Albert Serra. Et je pense pouvoir m'avancer en disant que Albert Serra est quand même assez déraisonnable et ivre dans sa manière de voir le cinéma, quoi. Donc notamment avec Pacifiction, mais pas que. Et en fait, pour le coup, Liberté, c'est le film qui précède Pacifiction. Et c'est un film qu'on a loupé parce que c'est le moment où on commence à devenir cinéphile et on n'a pas spécialement pu le voir au cinéma. Et on leur propose Liberté parce que on veut mettre en avant Albert Serra. C'est le film qui nous semble le plus pratique d'accès pour nous qui ne l'avons pas encore vu, qui allons le présenter, qui le voyons entre-temps. Et parce qu'en fait, c'est un film qui a une espèce de demande autour de nous. Et c'est vrai que quand on voit Pacifiction, en tout cas, les gens qu'on côtoie veulent voir d'autres Albert Serra. Et c'est vrai que instinctivement, c'est plutôt Liberté qui vient en tête. Et donc, le Saint-André a accepté. Moi, j'ai déjà rattrapé Liberté depuis. Charles, pas encore, il me semble. Je l'ai commencé, je ne l'ai pas encore terminé. Je vais le terminer ce soir après ça. Mais bon, nos hypothèses étaient les bonnes, quoi. Enfin, Liberté, pour l'avoir vu, c'est carrément un livre, c'est carrément déraisonnable, c'est top. Donc, voilà. Et peut-être aussi qu'il y a une façon presque d'accompagner les gens qui nous suivent aussi, parce qu'effectivement, il y a 4 ans et demi, je crois, quand c'est sorti, c'était peut-être, on peut dire, dans une sorte de niche à laquelle on n'était, nous, pas encore, nous n'avait pas encore vraiment mis le nez. Enfin, on était peut-être à un stade peut-être encore un peu plus inférieur de la cinéphilie, on va dire ça comme ça. Et que voilà, même projeter ce film-là maintenant, c'est une sorte d'accompagner un peu aussi les gens avec nous dans la même dynamique de découverte et d'approfondissement des cinéastes qui arrivent avec des films de plus en plus passionnants. Puis c'est sexy. Enfin, Liberté, il est sexy, quoi. Tu regardes l'affiche, tu regardes tout, c'est sexe. Donc, voilà. C'est sexe, mais qu'est-ce qui a fait qu'à un moment ou à un autre, vous ayez eu envie de questionner cette thématique, enfin ce mot-là, ivresse, pour le numéro 9. Et puis surtout, peut-être d'un point de vue général, comment cela se passe, les prises de décision pour les thématiques? Il y avait quelque chose de très symbolique aussi dans l'ivresse, un peu comme il y avait dans les objets pour le numéro 6, qui était le premier numéro papier, c'est-à-dire que ça reste des objets rares, en tout cas chez nous, et que voilà, le fait que le premier objet s'appelle les objets, et que là, le deuxième, enfin, ça revient sur l'idée de déraisonnable dont tu reparleras sûrement. L'ivresse et déraisonnable, justement, dans ce fait d'en sortir un puis deux, alors qu'à la base, on est un petit groupe qui publie en ligne sans moyens, et que après, le côté décision marche vraiment un peu de la même manière dont on réfléchit, c'est-à-dire le plus en groupe possible, et que chaque idée peut être développée, débattue. Je me souviens qu'en fait, ce numéro-là le thème de ce numéro-là était à la base parti pour être complètement autre chose. On avait réfléchi à la nuit, on avait réfléchi à la fête, à plein d'autres choses. Et que finalement, on était revenu un peu sur l'ivresse qui, inconsciemment, en fait, faisait partie d'un thème qui regroupait aussi beaucoup d'autres idées, et que les raisons, justement, pour lesquelles on n'avait pas fait ni la nuit, ni la fête à ce moment-là, laissaient les deux thèmes se recouper sur l'ivresse et sur toujours le côté un peu de folie presque, et de folie et déraisonnable. Oui, et puis dans la généalogie du thème, si mes souvenirs sont bons, il y avait aussi l'idée de la deadline, parce que là, le numéro sort le 16 décembre, donc on avait en tête mi-décembre. Donc forcément, les fêtes de fin d'année, tout ça. Le numéro thématique sur Noël, non, on ne fera pas ça. C'est non.
Et en fait, on se dit, mais c'est rigolo parce qu'il y a les fêtes de fin d'année. Et le mot fête, pour le coup, il est plus sexy lui aussi. Donc, on a travaillé sur le mot fête. Et après, on s'est dit, mais qu'est-ce qui est sympa dans la fête? Qu'est-ce qui est sympa? Bon, bah, l'ivresse, là, ça laisse un champ d'ouverture, de possible, voilà. Et après, encore une fois, si vous feuilletez le numéro rapidement, l'idée est quand même de partir d'un prétexte pour écrire. Et en fait, l'ivresse a quand même ce potentiel un peu poétique pour déborder, quoi. Et on peut se l'accommoder chacun à notre manière. Donc, c'était à peu près la réflexion en interne. Et après, ouais, pour la prise de décision, on essaye d'être horizontal le plus possible, mais bon, par moment, il faut avancer. Et donc, on a un petit tableau Excel avec toutes nos idées qu'on met une à une. Et au final, on dit, ouais, ça, on le fera prochain numéro. Et en fait, entre-temps, bah non, on a d'autres idées qui font l'unanimité, quoi. Enfin, l'idée, c'est vraiment que chaque thème puisse être réapproprié par tout le monde, détourné dans ce traitement. Enfin, que chacun puisse voir le thème et s'amuser avec, quoi. Comment vous avez pensé le sommaire, si vous pouviez un petit peu m'en parler? Parce que je trouve que, et c'est pas parce qu'on se connaît un tout petit peu, mais j'ai l'impression que il y a, alors vous allez me dire c'est normal, c'est une revue, mais c'est pas si évident que ça aujourd'hui. Il y a beaucoup de dialogue entre les différents chapitrages de votre revue. C'est-à-dire que voilà, il y a une unité, il y a vraiment une unité qui fait que c'est comme si c'est voilà, c'est une espèce de ligne comme ça continue. Et j'ai pas remarqué de rupture et je trouve ça même passionnant. Par exemple, même quand vous faites une interview avec, entre autres, un mec comme José Garcia, qui nous a comment dire, montré pendant de très longues années le cinéma dans lequel, le cinéma qu'il faisait, et qu'aujourd'hui c'est différent. Et il y a cette unité-là, et vous arrivez à intégrer, et c'est pour ça que je parlais de politique des films, parce que je ne vois pas en vous une envie très forte d'être de mauvaise foi en choisissant des choses, enfin en choisissant des films dont vous savez pertinemment qu'ils sont peut-être pas forcément extraordinaires, mais parce qu'il faut. Non, vous êtes vraiment ailleurs, et même dans le rapport aussi à la critique, c'est quelque chose qui est fondamental chez vous. Vous avez même parfois même vous tutoyez, voilà, vous interpellez des critiques de cinéma. Et je trouve ça, cette histoire d'unité dans la manière que vous avez de chapitrer le sommaire de votre revue est assez intéressant. Alors déjà, je trouve que c'est un joli compliment que tu nous fais. Merci beaucoup, c'est touchant. Après, pour la constitution du sommaire, je t'avouerai que la chose la plus principale à l'heure actuelle dans Tsunami, ça reste la liberté de tout un chacun d'écrire sur ce qu'il veut, dans la mesure où on arrive à quelque chose qui nous paraît cohérent et intéressant à la fin. Mais moi, je trouve que chacun des rédacteurs et des rédactrices ont une patte que je trouve de plus en plus singulière et reconnaissable. Par exemple, Sarah qui écrit sur les pubs, tu reconnais que c'est Sarah. Moi aussi, j'ai mes petites passions. Enfin, voilà, donc on essaye de laisser le champ libre le plus possible et on n'impose jamais de texte. Alors, à part là, les notules, pour le coup, où là, c'est une contrepartie avec notre campagne de financement, mais en fait, même ça, les notules, on a essayé de laisser chacun ou chacune écrire sur les films qui les intéressaient ou pas. Et après, ceux qui restaient, on voyait ensemble. Mais voilà, donc on part déjà d'une liberté absolue. C'est vrai que lorsqu'on commence à écrire, on a zéro barrière. Après, en fait, ce qui est intéressant, je trouve, dans le travail d'écriture de la revue, c'est que entre le moment où on choisit les idées et le moment où le sommaire se constitue et on choisit l'ordre des textes, il doit se passer au moins 1 mois et demi. Alors là, avec le numéro papier, le processus est encore plus long, donc ça nous a pris peut-être 1 mois et demi, 2 mois. Donc en fait, les textes maturent, et moi je trouve ça super intéressant comment nos textes, entre le moment où on pense l'idée et le moment où on les rend, ils ont déjà évolué, et en fait, d'un numéro à l'autre, on voit des évolutions. On voit que le texte a encore une influence sur le prochain. Enfin, c'est vraiment un continuum que je trouve très intéressant. Ouais. Donc les textes maturent et en fait continuent à s'influencer les uns les autres au processus d'écriture, de correction, de relecture. Et en fait, jusqu'au moment où on les connaît par cœur, on les maîtrise et on voit qu'il y a des ponts en fait qui se font parce qu'on les a super travaillés pendant le temps long. Et en fait, le sommaire, au final, on le constitue à la fin parce qu'il faut aussi noter que Lucille, l'infographiste, a fait un travail fou furieux. Moi, je suis toujours choqué et je trouve que sans Lucille, la revue papier serait minable et c'est elle qui rend l'objet beau et impressionnant. Et donc, en fait, une fois que Lucille a fait la maquette générale,
on essaye de mettre les textes dans un ordre plutôt digeste pour pas avoir des grands textes qui soient collés. Mais c'est vrai que ça vient assez naturellement parce qu'on les a travaillés pendant des week-ends et des week-ends et des week-ends, quoi. Je sais pas, Charles, si tu as la même opinion que moi sur la question. Bah, complètement. Puis je rajouterais aussi quand même, plus même dans notre processus de relecture et de correction, comme on horizontalise ça le plus possible en laissant justement, enfin, il n'y a pas juste un petit groupe de trois qui font relecture-correction. Non, non, il y a toute une phase avec les premières versions de texte où justement tout le monde a son mot à dire dessus. Ça permet sur certains points, notamment de fond, d'en discuter avec beaucoup de gens. Et du coup, mine de rien, je pense que c'est aussi ça qui donne une certaine unité, puisque la majorité des rédacteurs, finalement, à un moment ou à un autre, donnent leur avis de fond sur les textes des autres et en discute et on arrive à une réflexion qui est vraiment commune, même si on n'est pas géographiquement tous ensemble. Et je trouve aussi que quelque chose, alors je ne sais pas si le lien est direct, mais que une des choses qui est assez représentative même de notre façon de travailler, c'est ce qu'on fait même dans les entretiens où en fait là c'est peut-être encore plus visible comme il y en a trois et que c'est la première fois qu'on en met autant d'un coup, mais que que vraiment plutôt qu'on veut vraiment faire quelque chose, même un peu comme ce qu'on fait là, de discussion beaucoup plus horizontale, plus que de questions-réponses et d'entretien, et que vraiment, justement, sous-entendu aussi que même les gens à qui on parle, c'est pas justement des gens qui ont une actu, mais c'est des gens avec qui il nous intéresse d'échanger sur des points précis, justement, c'est par exemple, on fait ça avec José Garcia, on lui fait une question-réponse sur sa carrière, c'est vraiment juste parce que, voilà, là, il va avoir une actu et une façon de travailler ou de penser certaines choses récemment, qui vraiment, justement, nous parle et avec qui on veut avoir une discussion très horizontale, et je pense que c'est... voilà, assez représentatif de notre, en tout cas de ce qu'on va essayer d'insuffler que dans le ton de la revue, quoi. Comment vous avez... J'aimerais bien que vous me parliez là maintenant pour le coup de cette thématique l'ivresse et les articles qui constituent cette thématique. Et là pour le coup, c'est comment vous avez pensé les différentes déclinaisons. Est-ce que ce sont plutôt des, comme tu le disais Nicolas, dans l'équipe, des personnes qui arrivent en proposant des choses comme ça? Est-ce que vous saviez déjà ce que vous ne vouliez pas faire dans le questionnement de cette thématique? Et puis surtout, j'ai vu qu'il y avait on peut dire ça, une contribution. Je crois que c'est une contribution de l'ami Bégodeau. Et c'est vrai que c'est très, très surprenant. En plus, il parle de Aung San Suu Kyi. Et voilà, c'est toujours... ne pas parler de Aung San Suu Kyi quand on parle de l'ivresse, il y a un souci. Donc, Ouais, comment vous avez fait tout ça? Il n'est pas faux de dire que j'ai été le rédacteur en chef de François Bégodeau sur un texte. Voilà, on peut dire ça. Voilà, c'est tout pour moi. Voilà. Non, mais à part ça, c'est vrai que pour le coup, François Bégodeau nous accompagne à travers la gêne, à travers ses interventions, son ciné-club, tout ça. Cette année particulièrement, on a pu discuter avec lui sur Twitch, oui. On reste en contact avec lui, il lit nos textes, en tout cas il nous l'a dit. Et en fait, naturellement, moi je trouve que l'un des plus beaux gestes qu'on puisse faire en critique, à notre niveau en tout cas, sans contrainte d'actualité ou quoi que ce soit, c'est vraiment de pouvoir inviter des personnes qui nous accompagnent dans notre réflexion sur le cinéma. Et en fait, c'est venu hyper naturellement de lui proposer un espace. Il a accepté. Et un beau matin, dans notre boîte mail, on a eu un texte de François Bégodeau. Et on était comme, je sais pas, comme 15 personnes qui découvrent le feu, à être là, waouh, un texte concis sur Tsunami. Donc voilà. Et après, pour la question du travail de la thématique, c'est vraiment individuel et chacun vient avec sa petite idée. Après, dans l'idée, on sous-entendait dès les réunions de préparation que parler que de l'ivresse au sens strict de l'ivresse avec de l'alcool qui nous met dans un état second, ça nous intéressait pas tellement de faire que ça. Après, on a quand même un corpus qui contrebalance avec des références évidentes ou des références qu'on voulait travailler. Et là, on peut balancer un peu des films qui nous paraissent reliés au thème pour après faire autre chose dans des textes plus personnels. Et pour le coup, ouais, chacun est venu avec son idée en réunion, on la discute, on voit si ça nous paraît intéressant, s'il y a de la matière. Là, moi, pour le coup, j'ai écrit sur Nymphomaniac de Lars von Trier. Donc pareil, grand film de mon adolescence que j'avais pas revu. Et en fait, c'est pareil, c'est un prétexte pour revoir ce film parce que je sais qu'il était important pour moi, qu'il était très, très, très grand. Et je voulais en parler et revenir dessus, surtout que là, il y a une rétrospective Lars von Trier qui se prépare, il me semble, avec les films du Losange. J'en profite pour le faire découvrir à Grégoire au final. Et il y avait une suspicion de texte, et en le revoyant, c'est en fait un peu comme pour Liberté, c'est tu te dis bon bah là il y a moyen que ce soit très intéressant, et bingo en fait ça marche, et voilà. Après Charles, toi pour le coup je sais plus si tu as eu un texte directement relié à l'ivresse ou si tu as parlé que d'actualité.
Alors, pour le coup, moi, j'ai surtout fait justement le dernier texte et ensuite l'actualité dans les interviews et les notules. Mais après, enfin, finalement, c'est peut-être un peu bête, mais moi, une des contributions directement liées à l'ivresse dont je suis le plus fier, c'est c'est le fait d'avoir choisi, du coup, dans le corpus, peut-être finalement le seul film à l'arrivée qui traitait pas directement de l'ivresse par l'alcool, qui était le Magnifique de Broca, finalement, qui est un classique et tout ça, et d'ailleurs, justement, ça a été relevé dans le texte par Solane qui a écrit le texte du corpus, justement, que finalement, ce film-là paraissait presque un peu comme un ovni dans la sélection, puisque c'était le seul qui ne traitait pas de l'ivresse de l'alcool, mais de l'ivresse, on va dire, d'être complètement, enfin, comme écrivain, dépassé par son personnage et par les aventures qu'on lui donne et qu'on se projette sur soi-même. Et après, c'est vrai que dans les articles en eux-mêmes, je pense que Nicolas en a dit le principal. Alors, si peut-être parler un peu de comment s'est constitué le texte sur Desplechin. Vas-y, je t'écoute. Qui peut-être lui n'allait pas forcément de soi, mais qui a, on va dire, plus été suggéré à Raphaël qui l'a écrit qu'on savait très sensible à Desplechin de toute façon, et qui n'avait pas forcément, enfin qui était parti voilà sur d'autres choses et qu'on a orienté sur un conte de Noël. Oui, surtout que là, en plus il y avait Noël, donc c'était triple bingo quoi. Tout fonctionnait, tout allait bien. Enfin, puis il y a bien un film qui est une façon de traiter un peu ironiquement avec un petit sourire en coin de Noël, c'est celui-là quoi. Dans quel sens? Dans le sens où on est loin du Noël, de la communion, de la réunion festive. Hein, Ah oui, c'est évident ça, effectivement. Dans le sens que Raphaël a donné au texte, sinon, comme ça, on pourrait le retrouver dans nos pages. Bien joué. J'étais là à deux doigts de moi. C'est bien joué. Je vais quand même, j'ai le sommaire quand même, c'est intéressant, important. Donc, on va revenir après sur l'édito des raisonnables, Nicolas, mais juste quand même citer ce qu'il y a dans le sommaire. Donc, par rapport aux articles, il y a Vivre et ivre de Bastien Bab, puis Faut-il être ivre pour jouer l'ivresse de François Bégodeau, Pub, pluriel hostile de Sarah Yacoub, une histoire très incomplète du Pastaga à travers les âges de Léo Barrosé et Nicolas Moreno. Il y a Light My Firestone dans le désert américain de Clément Colliot. Ensuite, il y a le chapitre Corpus, donc là, c'est l'imprévu, un charme réservé aux hommes de Solène Monnier. Puis les critiques, Mes adieux au sexe de Nicolas Moreno, L'ivresse des sommets de Léo Barrosé. Parce que là, voilà. En fait, c'est le nom de nos textes, donc c'est sur Nymphomaniac. C'est sur après, Nymphomaniac. On a la passion selon Jeanne d'Arc. Après, on a une critique de Gazer-Braum de Werner Herzog, il me semble. C'est ça, ouais, exactement. Ça, c'est l'ivresse des sommets. Je crois qu'on a 3 critiques, c'est ça? Il y en a 4. Il y en a 4. Puis il y a le conte de Noël, c'est Raphaël Bonneau. Le conte de Noël. Voilà. Et puis il y a les notus, il y a les entretiens. Donc ça, on en a parlé. Il y avait l'entretien avec Albert Serra, l'entretien avec José Garcia et Adrien Esther. C'est à Dinard, vous l'avez fait à Dinard, si je ne me trompe pas. Et puis il y a un peu de liberté, l'entretien avec Anaïs Valpé. Oui, pardon. Voilà, c'est ça. De Grégoire Benoît Grandmaison, et puis il y a les étoiles, et puis il y a l'article de Charles, et ça on terminera là-dessus sur les cinéastes ne sont pas des geôliers. J'aimerais, Nicolas, tu me parles un peu de cet édito, sur le côté déraisonnable. Qu'est-ce qui a fait que tu aies écrit ça? Alors en fait, déraisonnable, c'est un mot qu'on mâche depuis pas mal de temps en interne parmi les Parisiens et Parisiennes du groupe. Pour le coup, on essaye de suivre l'actualité avec le plus de sincérité et de curiosité possible et de se dire que dans chaque film, il y a peut-être quelque chose à sauver ou même un grand film. Et là, par exemple, récemment, en fait, le soir, on a bouclé pour la dernière fois le magazine avec Charles et Grégoire. On est allé voir She Said, donc le film qui revient sur l'affaire Harvey Weinstein. Et on avait beaucoup d'a priori. Et en fait, au final, il y a des choses à sauver. On était contents. Et en fait, c'est un film que typiquement on aurait fait passer à la trappe si on n'avait pas été curieux et sincère avec les films pour leur donner une chance à chacun, quoi. Et c'est vrai qu'en fait, au fur et à mesure, quand on va voir des films ensemble, notamment d'actualité pour le coup, on se rend compte que ce qu'on aime en fait, c'est quand les films sont pas raisonnables et que il y a quelque chose qu'on n'a jamais vu ailleurs et qui va beaucoup plus loin que ce à quoi on aurait pu s'attendre comme étant une simple idée de cinéma. Tu vois, par exemple, Top Gun Maverick.
Il est sorti en salle, j'avais pas vu le premier, et en fait, dans l'été, il se trouve que je le découvre, et je vais le voir dans une de ses dernières semaines d'exploitation, je crois en septembre, un truc comme ça. Et pareil, j'avais plein de préjugés sur le film, je me suis dit, bon, bah, ça va être un vieux film d'action et tout. Et en fait, non, pas du tout, c'est complètement déraisonnable. Enfin, mon cœur, il palpitait, j'étais genre, mais waouh, mais. Et en fait, je dis, bah non, mais c'est un film d'action, ce qu'il y a de plus scénarisé au monde, et moi, je suis genre, on y est vraiment passé à ça, quoi, du drame, hein. Enfin bon, voilà. Et le fait de revenir à quelque chose d'aussi simple, je trouve ça trop beau, quoi. Donc voilà. Et en fait, je trouve que l'ivresse traite un peu de cette idée-là, de se dire que les films ivres. Alors, je crois que c'est Sarah qui parle d'un théoricien du cinéma qui parle d'images ivres ou de films ivres. C'est même Toré, si je dis pas de bêtises. Mais en tout cas, des films ivres tels que nous, on les imaginerait à Tsunami, c'est des films complètement déraisonnables, quoi. Des trucs comme Spring Breakers, Projet X. Bon, après, ça, on en a trop parlé, donc on reparle pas ici. Mais enfin, moi, j'aime trop ce genre de film qui, justement, nous fait sortir du confort et des petits a priori, les attentes qu'on a en petits critiques de cinéma qui veulent une grande vague émotive et tout ça, alors qu'en fait, ça peut arriver de partout sans qu'on s'y attende, quoi. Et en fait, un plan suffit où, voilà, on est des gens simples, on s'émeut de pas grand-chose. Là, récemment, on a vu Cow de André Arnold. Une vache qui nous regarde en plan fixe pendant quelques minutes, bah, c'est complètement déraisonnable, c'est fou. Une vache qui écoute Skinny Love, c'est déraisonnable, c'est fou. Et voilà, quoi. Mais j'ai l'impression que vous lui donnez quand même plusieurs sens à ce mot-là, déraisonnable, parce que quand tu me cites Top Gun et ensuite tu me cites le film d'Arnold, j'ai l'impression que le côté de raisonnement dont tu parles est différent entre les deux. Et ne crains-tu pas que ça fasse en fait une espèce d'auberge espagnole où il y a de tout je sais pas, peut-être que à ce moment-là, le film que vous regardez, je sais pas, il se passe un truc qui fait que ça fonctionne. Donc vous dites que c'est déraisonnable, mais est-ce que vous aurez la même sensation si vous le revoyez 2-3 mois après? J'en sais rien. J'ai l'impression que déraisonnable, c'est une espèce de la question provocatrice de l'émission. J'ai l'impression qu'il y a un côté fourre-tout dans ce mot. Alors oui et non, mais en fait, il me semble que là où on commence à parler de déraisonnable dans les films, c'est quand ils nous accompagnent pour mâcher une idée, enfin, il y a un nœud, il y a quelque chose à régler, comme on disait au début de l'émission. On n'a pas réglé le problème, quoi. Top Gun, bon, il m'a accompagné depuis septembre dans des réflexions, dans ma réflexion personnelle sur différentes thématiques du cinéma. Il me reste en tête, il continue à m'accompagner, et alors je peux commencer à mettre le doigt sur ce que je trouve déraisonnable dans le film, mais il continue, en fait. Et je pense que on en vient à chercher ce genre de sensations, quoi, de films, de scènes, de moments de cinéma qui nous accompagnent. Et là, tu vois, typiquement, bon, bah, alors Jean-Luc Godard nous accompagne particulièrement cette année, mais dans Un vendredi Robinson, pareil, c'est ce regard caméra à la fin du film, bah, moi, il m'accompagne personnellement beaucoup trop, quoi. Et formellement, il a rien de déraisonnable. Enfin, c'est Jean-Luc qui fait le petit malin, mais cette image-là me paraît déraisonnable dans tout le panel d'images que j'ai pu voir. Je la retiens et elle m'accompagne plus que les autres, quoi. Je crois que ce qu'il y a de déraisonnable dans ce plan, donc je trouve, il y a deux plans moi qui m'ont marqué cette année, et il en fait partie celui-ci. Je suis d'accord avec toi, c'est que je crois, il met de l'eau dans son vin. Hein. On est bien d'accord. Il met de l'eau dans son vin, mais c'est complètement déraisonnable et il en met deux fois. Il en met deux fois. J'ai envie de lui mettre une. Enfin, 3 fois, je crois. 3 fois. 3 oui, wow. Enfin, calmons-nous quand même. Hein. C'est déjà une fois, c'est suffisant. Mais non, je trouve ça vraiment. Voilà, donc c'est ce qu'il peut y avoir. Mais je suis d'accord avec toi, ouais, par rapport à cette idée-là. Et puis il y a aussi autre chose, c'est que et ça, vous le faites constamment. Et je voulais, là, pour le coup, je vais vraiment, enfin, la question va être, enfin, je vais vous la poser, mais vous n'oubliez jamais aussi le milieu dans lequel vous évoluez, c'est-à-dire le milieu de la critique de cinéma. Et ça, c'est quelque chose de très important pour vous. Charles, par exemple, dans le dernier papier, à un moment, tu les interpelles. Et je trouve ça, je trouve que c'est toujours intéressant, mais qu'est-ce qui fait que c'est tenace en vous? Bah, alors, pour rajouter un tout petit truc sur le côté déraisonnable, enfin, et finalement, ça se recoupe aussi. Je pense que dans ce mot-là, finalement, il y a quelque chose, il y a vraiment une opposition, comme si justement on pouvait remplacer déraisonnable par des sages, enfin,
comme vraiment déraisonnable, c'est tout ce qui n'était pas sage et tout ce qui n'était pas ce dont on reprochait la sagesse. Et vraiment, c'est un peu, on a un peu une croisade contre ce qu'on appelle les films sujets, justement, qui sont pour nous un peu, on va dire, le sommet de la paresse, qui est juste de se dire que parler d'un sujet, raconter narrativement un sujet sans aucune ambition autre de mise en scène, c'est ce qui est à bannir absolument, et que ça, avec le côté tire-larme et le fait qu'une émotion suggérée suffit, et on a dit tout ce qu'on pensait de Close, et de plein de films à ce sujet-là, et que je pense que voilà, non, bah, et je pense que déraisonnable, c'est aussi ça, en tout cas dans la dimension critique de ce qu'on fait, c'est que en fait, par rapport à ce qu'on jette, déraisonnable, c'est le plus beau des compliments qu'on va pouvoir faire à un film finalement, et à une approche du cinéma. Et alors, ta question précise était par rapport à la ténacité oui. que vous entreprenez vis-à-vis dans le fait de constamment intégrer la critique de cinéma, sa fonction aujourd'hui, de dire voilà, on est dans ce milieu-là, mais et en même temps, ça ne nous empêche pas d'interpeller. C'est comme si vous vous interpelliez aussi, hein, mais en même temps, c'est une manière. Et je trouve ça intéressant cette idée-là. Alors, si je pense. Vas-y. Je ferai vite. Hein. Alors, ça me fait aussi penser en fait que quand on utilise le mot déraisonnable dans l'édito, c'est par rapport au fait qu'on a sorti un numéro papier, et pour nous, c'est un petit rêve de sortir un numéro papier. Récidiver, c'est déraisonnable. On s'était dit déjà sortir un numéro, c'est magnifique. Là, on en sort un deuxième. C'est incroyable de sortir 2 numéros papier à l'heure de la crise de la presse, de la crise des coûts du papier, enfin bref, tout ça. Et c'est aussi parce qu'il me semble que dans l'équipe, on est une majorité à évoluer, à réfléchir et à se construire grâce et avec la presse. Et que ce soit les cahiers du cinéma, Tsunami, j'espère qu'on inspirera du monde, mais on lit la critique, on continue à dialoguer avec la critique, avec les textes, et voilà quoi. On a chacun et chacune nos textes qui font histoire dans notre construction, et il me semble que on intègre la critique parce qu'elle est intégrée à notre processus, même à notre rapport au cinéma. Je sais pas toi Charles, mais et tu vois typiquement François Bégodeau, c'est exactement ça. On l'écoute, c'est une parole qui nous intéresse, qui nous aide à y voir clair, et qui continue à nous aider et à nous éclairer. Et c'est naturel qu'on l'intègre lui aussi, par exemple. Et il y a peut-être aussi quand même un côté, surtout en ce moment où il y a tous il y a eu le paroxysme avec les états généraux du cinéma il y a quelques semaines ou mois, bref. Et que justement, il y a vraiment cette espèce de dichotomie entre voilà, le cinéma divertissement et le cinéma un peu qui est dans sa tour d'ivoire, où ça va être les films d'auteur, ça va être les critiques qui vont justement défendre ces films-là d'auteur avec des critères complètement déconnectés de ce que peut y trouver le public. Et que voilà, justement, je pense que c'est peut-être aussi une façon de toujours avoir conscience de ça. Et du coup, en ayant conscience, en le remettant aussi en question un peu à tout moment dans la démarche critique qu'on peut avoir, et que justement, pour ne pas être soi-même ceux qui vont continuer à creuser l'écart entre justement un cinéma justement d'art, pas vraiment, pas seulement dans le sens opposé au divertissement, mais dans le sens où justement qu'il y a des ambitions vraiment de mise en scène, tout en voulant justement prendre le public avec lui, et qui n'a pas vraiment, qui n'a pas du tout cette volonté de laisser les gens à quai. Et que je pense que voilà, c'est important toujours de questionner du coup, en tant que critique, forcément on est représenté comme ceux qui sont du côté de la tour d'ivoire, et que voilà, il faut toujours questionner ça et ne pas s'y complaire. Le 16 donc, décembre, demain, au Saint-André-des-Arts, dans le 6e arrondissement, il y a la projection, il y a le lancement du numéro 9 donc, de la revue Tsunami, dont la thématique est l'ivresse, et suivi d'une projection du film Liberté d'Albert Serra. C'est à partir de 19h45. Je mets en gros plan notre ami Charles pour qu'on revoie de nouveau. Voilà.
C'est le numéro 9, c'est Tsunami. Bien évidemment, dans le descriptif de cette vidéo, il y a toutes les informations possibles et inimaginables concernant le site de la revue et puis pas mal de choses. Donc, en tout cas, c'était un plaisir de vous entendre en parler. Et vous êtes toujours les bienvenus, vous le savez, hein, la maison est ouverte. Donc voilà, c'était en tout cas un plaisir. Et puis longue vie au numéro 9. Et alors, c'est quand même le numéro qui concerne automne-hiver. On a l'impression d'une espèce de collection comme ça. Collection automne-hiver 2022-2023. Je crois que le prochain numéro, à mon avis, ça sera papier, hein, j'entends bien. Ça sera, je crois, en mars, donc au printemps, à mon avis. Printemps-été. Alors, pareil, on se méfie de... Vous m'entendez? Ouais. Oui, très bien. On se méfie des... Et là, pour le coup, on est en pleine réflexion et en fait, on a été déraisonnable à en faire 2. Peut-être qu'on serait déjà dans un confort et une habitude à faire un 3e numéro papier de manière aussi classique. Donc, je pense que ce ne sera pas de suite. Peut-être, pourquoi pas, changer la chose ou le prochain projet imprimé, mais en étant déraisonnable, on ne fera pas un 3e numéro papier standard. Voilà, constamment se renouveler. C'est très intéressant, c'est important. Merci à vous, Charles et Nicolas. Et puis, comme je l'ai dit, hein, vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas. Grand merci pour l'invitation. Générique. Bonne soirée. Up arrive in the canyon, that's where I long to be with my 3